mon mari, agent de la CIA, a appelé de nulle part. Où es-tu? Au dîner d'anniversaire de père. Pourquoi? Prends notre fils et pars. Tout de suite. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps d'expliquer, vas-y. J'ai couru sans rien comprendre. Mais en montant dans la voiture, j'ai vu quelque chose qui m'a glacé le sang. Le son des rires résonnait encore de la salle à manger quand mon téléphone a commencé à vibrer sur le comptoir. J'ai failli l'ignorer. Papa portait un toast, sa voix était calme et fière, et tout le monde levait son verre. Mais quand j'ai jeté un coup d'œil à l'écran et que j'ai vu la ligne sécurisée de Marc, ma poitrine s'est serrée. Mon mari n'appelait jamais pendant les réunions de famille, sauf si c'était grave. Je me suis éloigné du bruit dans le couloir. Et, mon chéri, ai-je murmuré, souriant pour cacher ma nervosité. Sa voix était basse, plate, urgente. Où es-tu? Au dîner d'anniversaire de papa. Pourquoi? Prends notre fils et pars tout de suite. Le verre dans ma main a failli glisser. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas le temps d'expliquer. Va-t'en, c'est tout. Et puis, il a raccroché. L'air semblait se figer autour de moi. Un instant, je suis resté là, à fixer les photos de famille sur le mur. Papa en uniforme, maman souriante à ses côtés, mon petit garçon assis sur ses genoux. Tout semblait si sûr, si normal. Mais le ton de Marc avait le poids du danger. Des années passées dans le renseignement militaire m'avaient appris à faire confiance à cet instinct. Je me suis retourné vers la salle à manger. Les rires me paraissaient faux maintenant. Trop fort, trop ordinaire. La voix de mon père portait au-dessus des autres. Émilie, viens, ma chérie. On va couper le gâteau. J'ai forcé un sourire. J'ai besoin d'aller chercher quelque chose dans la voiture, ai-je menti, attrapant la main de mon fils. Viens, mon pote. Il a levé les yeux, confus, mais obéissant. Je peux apporter mon jouet. Bien sûr, dépêche-toi. Alors que nous marchions vers la porte, j'ai surpris le regard perplexe de maman. Tout va bien, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit doucement, mais mon cœur battait si fort que je m'entendais à peine. L'air frais de la nuit m'a frappé quand nous sommes sortis. J'ai attaché mon fils dans son siège rehausseur, puis je me suis retourné pour jeter un coup d'œil à la maison. Les fenêtres brillaient d'une lumière chaude, des silhouettes bougeaient, des rires s'échappaient dans la nuit. L'ombre de mon père a traversé le rideau. Puis j'ai remarqué le SUV garé 2 maisons plus loin, noir, vitres teintées, moteur tournant juste assez pour envoyer une faible fumée blanche dans l'air froid. Mon souffle s'est coupé. Je suis monté sur le siège du conducteur, les doigts tremblants. Avant de tourner la clé, j'ai vérifié les rétroviseurs. Le SUV n'a pas bougé, mais ses phares ont clignoté une seconde comme un signal. J'ai démarré le moteur, le cœur battant à tout rompre, et j'ai quitté l'allée. Les rires de l'intérieur s'estompaient derrière moi. Mon fils a demandé, « Maman, où allons-nous » J'ai dégluti difficilement. Quelque part en sécurité, mon chéri. Le rétroviseur ne montrait que l'obscurité. Pourtant, j'ai conduit plus vite. 5 minutes plus tard, au premier feu rouge, j'ai tendu la main vers la boîte à gants pour prendre des mouchoirs et j'ai figé. À l'intérieur se trouvait une petite clé USB enveloppée dans une note pliée. L'écriture de Marc. Si je ne peux plus te joindre, ne fais confiance à personne, pas même à ton père. Les mots se sont brouillés devant mes yeux. Pendant une seconde, je n'ai pas pu respirer. Mon père, l'homme qui m'avait élevé dans l'honneur, la loyauté, le pays d'abord. Le feu est passé au vert. Des klaxons ont retenti derrière moi. J'ai appuyé sur l'accélérateur et j'ai continué à rouler, le papier tremblant dans ma main. Je ne comprenais encore rien. Pourquoi Marc semblait terrifié? Quel danger rôdait à l'extérieur de cette vieille maison chaleureuse? Mais je savais une chose avec certitude. Quoi que ce fût, ce n'était pas une fausse alarme. Un pâté de maison plus loin, mon fils s'était déjà assoupi, la tête appuyée contre la fenêtre. J'ai continué à rouler dans les rues calmes de Virginie, le cœur battant avec des questions auxquelles je ne pouvais pas répondre. Puis, alors que je tournais dans la rue vers l'autoroute, un éclair de lumière a illuminé la nuit derrière moi. Plus brillant que des feux d'artifice, plus fort que le tonnerre. J'ai freiné brusquement, fixant le rétroviseur. Le ciel brillait d'orange. La fumée montait en spirale.
Le son m'a atteint quelques secondes plus tard. Une explosion profonde et roulante qui a fait trembler le volant entre mes mains. Et à ce moment-là, chaque rire, chaque toast, chaque souvenir heureux s'est transformé en cendres dans mon esprit parce que la lueur venait de la maison de mon père. J'ai murmuré le nom de Marc, mais aucun son n'est sorti. Mon fils s'est agité, effrayé. Je lui ai serré la main et j'ai murmuré, « C'est bon, bébé. C'est bon. » Mais je savais que non. Plus maintenant. La lumière du feu derrière nous a peint le ciel en rouge sur des kilomètres. Je n'ai plus regardé en arrière. Ma seule pensée était d'éloigner mon fils le plus loin possible de cet endroit. La route s'étendait vite devant, les phares coupant à travers la nuit froide de Virginie. Mes mains tremblaient si fort que j'ai dû tenir le volant à deux mains juste pour rester droite. Les mots de Marc résonnaient dans mon esprit. Prends notre fils et pars tout de suite. Ce ton plat et urgent, il n'avait jamais semblé effrayé auparavant, pas même quand il rentrait à la maison avec des ecchymoses qu'il ne pouvait pas expliquer ou des histoires qu'il ne pouvait pas finir. « Maman, c'était quoi ce bruit ?» a marmonné mon fils depuis le siège arrière, en se frottant les yeux. J'ai forcé ma voix à être calme. « Juste des feux d'artifice, mon chéri. On part faire un petit voyage. » Il a hoché la tête, confiant, et s'est de nouveau appuyé contre la fenêtre. J'ai tourné sur la route 29, en direction du sud. Je ne savais pas où j'allais, seulement que je ne pouvais pas m'arrêter encore. À la prochaine station-service, je me suis garé près des pompes, mais je n'ai pas éteint le moteur. J'avais besoin de réfléchir. La note pliée était posée sur le siège passager à côté de moi, ces mots brûlant à travers le papier. Ne fais confiance à personne, pas même à ton père. Je l'ai rouverte sous la lumière du tableau de bord. L'écriture était bien celle de Marc, nette, délibérée, écrite avec le même stylo noir qu'il utilisait pour les rapports classifiés. J'avais vu cette écriture sur des dossiers de débriefing, des journaux de mission, même des cartes d'anniversaire. Pas même ton père. Cela n'avait aucun sens. Mon père était un colonel de marine à la retraite, un homme qui repassait ses chemises à 5 heures du matin et se tenait au garde à vous pour le drapeau même dans son salon. Il dirigeait des programmes pour les vétérans, aidait des associations caritatives locales et réprimandait Marc pour avoir manqué l'église le dimanche. Comment pouvais-je ne pas lui faire confiance? J'ai fixé le pare-brise, le faible bourdonnement de la voiture remplissant le silence. Puis mon téléphone a de nouveau vibré. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis j'ai répondu. Émilie, a murmuré une voix. C'est Ben, l'aide de ton père. Ben, qu'est-ce qui se passe? Ne rentre pas à la maison. Ne réponds à aucun appel de quiconque prétendant venir de la base. Reste simplement hors du réseau. Ben, de quoi parles-tu? Mon père. Des parasites l'ont coupé. Puis le silence. J'ai lentement baissé le téléphone, mon pouls battait dans mes oreilles. Quelque chose de plus grand était en train de se passer, quelque chose au-delà des secrets de famille. J'ai de nouveau attrapé la clé USB. Elle était chaude de mon toucher, petite et d'apparence innocente, mais je savais que Marc ne cachait pas les choses sans raison. À l'époque où nous étions en poste à Norfolk, il avait l'habitude de plaisanter, « Si jamais tu trouves une clé USB dans la voiture, ma chérie, ça veut dire que j'ai vraiment foiré. » J'avais ri à l'époque. Maintenant, le souvenir me semblait être un mauvais présage. J'ai conduit 1 heure de plus avant de m'arrêter dans un motel routier bon marché, du genre avec des enseignes clignotantes et des distributeurs de soda bruyants. La réceptionniste, une femme fatiguée d'une 60aine d'années, a à peine levé les yeux de ses mots croisés quand je lui ai tendu de l'argent. Juste une nuit, ai-je dit. Dans la chambre, j'ai fermé la porte à double tour et j'ai poussé une chaise contre celle-ci. Mon fils était déjà à moitié endormi. Je l'ai bordé sur le lit, lui ai écarté les cheveux du front et j'ai murmuré, « C'est bon, bébé. Maman est là. » Maman? Il a souri faiblement, puis s'est endormi. Je me suis assise au bureau avec mon ordinateur portable. Pendant un instant, j'ai hésité. Ouvrir la clé USB me semblait franchir une ligne que je ne pourrais pas franchir de nouveau, mais je ne pouvais pas appeler Marc. Son téléphone tombait toujours directement sur la messagerie vocale. Je l'ai branché. Rien ne s'est passé, juste un dossier vide. Puis, après quelques secondes, un seul document est apparu. Lisez-moi quand vous êtes en sécurité. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des coordonnées, une date, le 12 décembre, et une ligne de plus.
Si je ne rentre pas à la maison, dis la vérité à notre fils. J'ai vérifié la date. C'était le 11 décembre. Ma gorge s'est serrée. Dehors, une voiture a passé lentement devant la fenêtre. J'ai éteint les lumières. La silhouette d'un homme est brièvement sortie pour vérifier quelque chose sous son capot, puis est reparti. Peut-être rien. Peut-être pas. J'ai fermé l'ordinateur portable, le cœur battant. Quoi que Marc soit impliqué, c'était assez grave pour le faire disparaître. Assez grave pour qu'il me mette en garde contre mon propre père. Le lendemain matin, j'ai appris l'explosion aux informations. Une fuite de gaz soudaine provoque un incendie au domicile du colonel de marine à la retraite Robert Ansley dans le comté de Fairfax. Les autorités signalent un blessé et aucun décès. Un blessé. Ce devait être papa. J'ai voulu appeler l'hôpital pour le rejoindre, mais l'écho de la voix de Marc m'a arrêté. Ne fais confiance à personne. Au lieu de cela, j'ai fait mes valises à l'aube. Mon fils dormait sur la banquette arrière tandis que je démarrais le moteur. Avant de partir, j'ai jeté un dernier coup d'œil au petit motel dans le rétroviseur. Le soleil se levait, peignant les fenêtres en or. Cela aurait pu être un matin normal, une vie normale. Mais le normal avait disparu à la seconde où ce téléphone avait sonné. Alors que nous rejoignions l'autoroute, j'ai murmuré dans la voiture silencieuse, « Marc, où que tu sois, je vais trouver la vérité. » Parce que je ne pouvais pas fuir éternellement. Pas ça, pas lui. Au moment où les informations du matin rediffusaient les images, j'étais assise dans un restaurant de bord d'autoroute avec une tasse de café en carton que je n'arrivais pas à boire. La voix du journaliste était calme sur la télévision murale. Les autorités affirment que l'explosion a eu lieu près du chauffe-eau. La maison appartenait au colonel de marine à la retraite Robert Ansley, le nom de mon père, prononcé si naturellement à la télévision nationale comme s'il s'agissait d'un simple titre de plus. Il a été transporté à l'hôpital général de Fairfax avec des blessures mineures. Des sources ont confirmé que personne d'autre n'avait été blessé. La serveuse a rempli ma tasse de café. Un monde fou, a-t-elle dit doucement, levant les yeux vers l'écran. Pauvre homme. J'ai entendu dire qu'il était vétéran. J'ai hoché la tête, incapable de parler. Mon fils était assis à côté de moi, picorant une crêpe, inconscient. L'odeur de bacon et de sirop d'érable rendait l'instant grotesquement normal. J'ai payé en espèces, laissé un pourboire et suis retourné à la voiture. Mes mains tremblaient en attachant mon fils. L'air était plus froid maintenant, plus fin, d'une certaine manière. Papa était vivant, mais Marc manquait toujours. À un feu rouge, j'ai de nouveau composé le numéro de Marc, qui est tombé directement sur la messagerie vocale. Puis j'ai essayé le contact répertorié comme liaison SI à l'anglais. Marc m'avait dit de n'appeler qu'en cas de réel danger. Une voix de femme a répondu après 2 sonneries. Ici l'agent Lewis. Agent Lewis, ici Emily Ansley, la femme de Marc. Il m'a appelé hier soir. Il y a eu une explosion chez mon père. Madame Ansley, je crains de ne pas pouvoir confirmer ou infirmer l'affectation actuelle de votre mari. Il ne s'agit pas de son affectation. Il a dit que nous étions en danger. Silence. Alors je signalerai votre inquiétude. Si votre mari prend contact, informez-nous immédiatement. La ligne a coupé. Pour la première fois depuis des années, j'ai pleuré. Non pas de peur, mais de la réalisation que j'étais complètement seul. À midi, j'avais pris une chambre dans un autre motel, 2 villes plus loin. Pendant que mon fils regardait des dessins animés, je me suis assise sur le lit, faisant défiler tous les rapports en ligne sur l'incendie. L'histoire officielle était mince, fuite de gaz rapidement contenue, dommages matériels mineurs. Mais les photos racontaient une autre histoire, fenêtres soufflées vers l'extérieur, le toit carbonisé. Ce n'était pas une fuite de gaz. C'était une détonation. J'ai lu les légendes encore et encore jusqu'à ce qu'un détail me fige. Les enquêteurs sur place ont refusé de commenter la présence de véhicules non identifiés près de la propriété. Véhicules non identifiés, SUV noirs. Mon esprit est retourné à cette nuit, la buée d'échappement dans les phares sombres, clignotant comme un signal. J'ai fermé l'ordinateur portable et j'ai de nouveau attrapé la clé USB. Il devait y avoir autre chose. Peut-être l'avais-je manqué. Je l'ai branché à mon ordinateur portable, j'ai ouvert le dossier vide et j'ai tapé « Afficher les fichiers cachés ». 2 nouveaux fichiers sont apparus instantanément. L'un intitulé « Projet de thèse », l'autre « Liste de contacts ».
J'ai ouvert le premier, une feuille de calcul avec des coordonnées, des eurodatages et des chiffres en dollars, des transferts offshore via des sociétés écrans. Une colonne étiquetée Lansley Consulting, la firme de mon père. J'ai senti mon estomac se serrer. La liste de contacts était pire. Plusieurs noms d'entrepreneurs et d'officiers dont je me souvenais des fêtes de retraite de papa. Des gens qu'il avait encadrés, respectés, et même appelés ses garçons. À côté de certains noms, Marc avait tapé un seul mot en rouge, compromis. J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. Marc aurait-il pu enquêter sur papa, ou était-il piégé? Cette nuit-là, pendant que mon fils dormait, j'ai fait défiler de vieux messages entre Marc et moi. Le dernier message qu'il avait envoyé avant tout cela remontait à 2 semaines, dîner à 18h. Ne te réveille pas si je suis en retard. Simple, ordinaire. Et pourtant, cela me semblait maintenant une note fantôme. Un léger coup à la porte m'a fait sursauter. J'ai regardé à travers le rideau. Un homme en uniforme de livraison marron se tenait dehors, tenant une petite enveloppe matelassée. Colis pour Émilie Ansley. Je n'ai rien commandé. C'est prépayé, a-t-il dit, en le posant par terre. De Arlington. J'ai attendu qu'il parte avant d'ouvrir la porte. L'enveloppe contenait une seule clé et une note tapée. Casier 47. Stockage d'Arlington. Jeudi 6h du matin. Mon souffle s'est coupé. L'écriture de Marc de nouveau. Cette fois imprimée, pas manuscrite. J'ai reconnu la façon dont il capitalisait le A, toujours légèrement incliné à gauche. Jeudi, c'était demain. Je suis resté assise là longtemps, écoutant le bourdonnement du climatiseur. Mon fils s'est retourné dans son sommeil, marmonnant à propos de son camion jouet. Demain, casier 47. Mais une autre pensée s'est glissée. Comment le colis m'était-il parvenu ici? Je n'avais pas utilisé mon vrai nom à l'enregistrement. Quelqu'un savait où j'étais. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, chaque craquement du plancher du motel me mettant les nerfs à vif. Avant de partir, j'ai vérifié le parking depuis la fenêtre. Pas de SUV, pas de mouvement. À 5h30 du matin, j'ai chargé la voiture, le cœur battant. Mon fils s'est réveillé alors que je démarrais le moteur. Où allons-nous, maman? Juste quelque part où papa nous a dit d'aller, ai-je dit doucement. Il a bâillé, me faisant entièrement confiance. Alors que le soleil se levait sur l'autoroute tranquille de Virginie, j'ai jeté un coup d'œil à la clé dans le porte-gobelet. Casier 47. Ce qui m'y attendait allait soit nous sauver, soit tout finir. Le trajet jusqu'à Arlington a pris moins de 2 heures, mais cela m'a semblé traverser un autre monde. Le soleil levant baignait la route d'or, mais je n'en voyais rien. Mes pensées tourbillonnaient. Marc, papa, l'explosion, la clé USB. Chaque kilomètre me plongeait plus profondément dans un mystère que je n'avais pas demandé. Au moment où nous avons atteint l'installation de stockage, mon fils dormait de nouveau sur le siège arrière, serrant son camion jouet. Le parking était presque vide, à l'exception d'un concierge balayant près de la clôture et d'un homme déchargeant des cartons 3 rangées plus loin. Je me suis garé près de l'extrémité, j'ai mis la clé du casier dans ma poche et j'ai pris une profonde inspiration. L'air du matin était vif, du genre à porter une légère morsure métallique. Je pouvais sentir la vieille poussière et l'huile des rangées de portes métalliques s'étendant à l'infini comme des côtes argentées. Le casier 47 se trouvait près de l'allée centrale. Mes paumes étaient humides lorsque j'ai glissé la clé dans la serrure. Elle s'est ouverte trop facilement. À l'intérieur se trouvait un petit sac de sport simple et une enveloppe Kraft scotchée au mur du fond. L'enveloppe portait des lettres majuscules, « Si vous avez trouvé ceci, vous êtes déjà en danger ». Mon souffle s'est coupé. Je l'ai déchiré. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines d'entre elles. Mon père serrant la main d'homme que je ne reconnaissais pas, assis à des tables de conférence, sortant de berlines noires. Une image le montrait dans une marina de Norfolk avec un homme que Marc avait un jour décrit comme un entrepreneur de la défense signalé par un audit interne. Une autre photographie montrait quelque chose de pire, moi, tenant notre fils à une foire de comté, souriante, un cercle rouge dessiné autour de ma tête. Mes genoux ont failli céder. Je me suis écroulé sur le sol en béton froid, le cœur battant à tout rompre. Marc avait dû prendre ses photos ou les faire prendre. Mais pourquoi m'aurait-il marqué? Pourquoi m'inclure du tout? Puis j'ai vu la clé USB scotchée au dos de l'enveloppe, différente de la première. Plus petite, plus ancienne.
Je l'ai branché à mon ordinateur portable, là, sur le sol, utilisant un point d'accès portable pour l'alimenter. Un seul dossier est apparu. Enregistrement des fezes. Le premier fichier audio a commencé par des parasites. Puis est venue une voix familière, celle de Marc, basse et calme. Si tu entends ça, Émilie, je n'ai pas réussi à m'en sortir. La vérité est plus grande que nous deux. La compagnie de ton père, Ansli Consulting, a été utilisée comme couverture pour transférer des données d'armes expérimentales à des acheteurs privés à l'étranger. Il ne connaît pas toute l'étendue, mais il est utilisé par des hommes en qui il a confiance. J'ai essayé de l'arrêter, mais quelqu'un à l'anglais a brûlé ma couverture. Je suis désolé. J'ai appuyé sur pause, tremblante. Mon père, un traître? Non, impossible. Mais le ton de Marc n'était pas la voix de la paranoïa. C'était la voix d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. J'ai appuyé sur lecture de nouveau. Tu trouveras des preuves dans les grands livres offshore sous le projet Éphèse. Tout y est. Si tu peux le porter aux affaires internes, demande l'agent Lewis. Elle est intègre. Mais sois prudente, monsieur, quelqu'un de proche de toi sait déjà que tu es en mouvement. Si ce n'est pas moi à la porte, n'ouvre pas. L'enregistrement a pris fin. Je suis resté assise là longtemps, incapable de respirer. La lumière du matin filtrait par les fissures de la porte, la poussière flottant comme de la neige. Ça ne pouvait pas être vrai. Mon père s'était battu pour ce pays pendant 40 ans. Il avait perdu des amis à l'étranger. Il portait le poids de choses dont il ne parlait jamais. Il n'était pas capable de cela. Et pourtant, une partie de moi savait que Marc ne mentirait pas. Pas à ce sujet. J'ai conduit jusqu'à un parc tranquille à quelques kilomètres pour réfléchir. Mon fils a couru vers l'aire de jeu, riant sous le soleil froid du matin. Je l'ai regardé, et un étrange calme m'a envahi. Il ne s'agissait plus seulement de secrets, mais de survie et du genre de monde dans lequel il grandirait. J'ai rejoué les mots de Marc dans ma tête, quelqu'un de proche de toi sait déjà que tu es en mouvement. Ce soir-là, je me suis garé devant l'hôpital. Je devais voir mon père de mes propres yeux. S'il y avait une vérité ici, je la trouverais sur son visage. À l'intérieur, l'odeur d'antiseptique m'a frappé, forte, stérile. J'ai suivi le couloir jusqu'à la chambre 214. Papa était allongé, appuyé contre des oreillers blancs, un bandage sur le bras, des ecchymoses le long de la mâchoire. Ses yeux se sont éclaircis quand il m'a vu. A-t-il dit doucement, la voix encore enrouée. Dieu merci, tu es en sécurité. J'ai entendu dire que tu étais parti juste avant l'incendie. J'ai hésité sur le seuil. Oui, je ne sais même pas comment expliquer ça. Tu n'as pas à le faire, a-t-il dit, tendant la main vers la mienne. C'était un accident. Fuite de gaz au sous-sol. Les enquêteurs ont déjà tout éclairci. Je l'ai regardé attentivement. Il n'y avait aucun tremblement de culpabilité, aucune trace de tromperie, juste de l'épuisement. Pourtant, quelque chose en moi est resté froid. Papa, ai-je dit doucement. As-tu déjà travaillé avec une entreprise appelée Trident Systems? Sa prise sur ma main s'est resserrée. Où as-tu entendu ce nom? J'ai figé. Ses yeux avaient changé, vifs, alertes, comme le colonel dont je me souvenais de mon enfance. C'est classifié, a-t-il dit finalement. Émilie, il y a des choses dans lesquelles tu ne veux pas fouiller. Tu m'entends? Alors pourquoi Marc m'a-t-il appelé hier soir? Il a froncé les sourcils. Marc? Il n'est pas. Émilie, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton mari. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une infirmière est entrée, portant un dossier. Colonel Ansli, nous devons faire vos tests maintenant. Il m'a regardé de nouveau, son expression illisible. Rentre à la maison, monsieur, je t'expliquerai tout plus tard. Je suis sorti de l'hôpital le cœur battant. Sur le parking, une berline noire a tourné le coin et a ralenti en passant devant moi. Le conducteur n'a pas levé les yeux. J'ai compris alors que je ne pouvais faire confiance à personne. Pas encore. Pas même à l'homme qui m'avait élevé. De retour à la voiture, mon fils dormait de nouveau. J'ai démarré le moteur et me suis engagé sur la route sombre, me murmurant, demain, nous découvrirons la vérité. Car d'une manière ou d'une autre, j'en avais fini de fuir. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant l'aube, l'esprit lourd de tout ce que j'avais entendu dans ce casier. Les mots,
la compagnie de votre père est utilisée comme couverture, résonnait dans mes pensées comme une malédiction que je ne pouvais faire taire. J'ai regardé mon reflet dans le miroir du motel, des yeux fatigués, les cheveux attachés en un chignon désordonné, des ombres sous mes joues, le visage de quelqu'un qui n'avait pas dormi ou fait confiance à personne depuis des jours. Mais c'était le prix de la vérité. J'avais assez vu pendant mes années en tant qu'analyste de renseignement de la marine pour savoir que le danger ne porte pas toujours un visage étranger. Il se cache souvent derrière une poignée de main et un sourire. Au moment où le soleil a percé les stores, j'avais pris ma décision. Je retournerais à l'hôpital. Si je n'affrontais pas mon père maintenant, la peur me dévorerait vivante. J'ai fait mes valises en silence pendant que mon fils dormait encore, laissant une note pour la réceptionniste du motel au cas où. Je ne savais pas qui pourrait me chercher, et une trace écrite, même simple, pourrait aider si je disparaissais. Lorsque je suis arrivé à l'hôpital, j'ai fait une pause sur le parking. L'air sentait légèrement la pluie, du genre qui transporte l'électricité statique avant un orage. À l'intérieur, les couloirs vibraient des lumières fluorescentes et des conversations feutrées. J'ai suivi le chemin familier jusqu'à sa chambre 214. Papa était réveillé, assis avec ses lunettes de lecture, feuilletant un journal. Sa main s'est arrêtée à mi-chemin quand il m'a vu. « Émilie » a-t-il dit lentement, comme s'il testait le son de mon nom. « Tu n'as pas l'air d'avoir dormi. »« Je n'ai pas dormi, » ai-je dit, fermant la porte derrière moi. Il a plié le journal. « Je ne te blâme pas. » Cette explosion a effrayé tout le monde. « Arrête, » ai-je dit doucement. Nous savons tous les deux que ce n'était pas une fuite de gaz. Il a cligné des yeux une ou deux fois, mais n'a rien dit. J'ai sorti la photo de l'enveloppe, lui serrant la main à la Marina. Je l'ai posée sur la table de chevet entre nous. Tu veux expliquer ça? Il s'est penché en avant, plissant les yeux, puis s'est rassis avec un soupir. Où as-tu eu ça? D'un casier que Marc m'a laissé. Cela a attiré son attention. Marc, il est vivant? Je ne sais pas, ai-je dit. Dis-moi. Il s'est frotté la tempe. Émilie, quoi qu'il t'ait dit, il n'est pas celui que tu crois. La CIA enquête sur lui depuis des mois. Il est soupçonné d'avoir divulgué des informations à des entreprises de défense privées. Des informations qui pourraient. Nos contrats nationaux. J'ai figé. Tu dis que Marc est le traître? Je dis qu'il est dangereux, a répondu papa fermement. Il t'a entraîné dans quelque chose que tu ne comprends pas. S'il te raconte des mensonges sur moi, c'est parce qu'il a besoin d'un levier. Ces mots ont piqué, mais quelque chose en ne semblait répéter, comme une réplique qu'il avait pratiquée. Alors pourquoi quelqu'un a-t-il essayé de te tuer, ai-je demandé. Si tu es clean, pourquoi l'incendie? Pourquoi m'avertir de fuir? Sa mâchoire s'est serrée. Je ne sais pas ce qu'il t'a dit, mais j'ai passé ma vie à protéger ce pays. Tu crois que je le trahirais pour de l'argent, pour le pouvoir? Je ne sais plus quoi penser, ai-je murmuré. Nous sommes restés silencieux un long moment. Le bourdonnement des machines remplissait la pièce. Finalement, il a dit doucement, « Je sais que tu l'aimes, Émilie, mais l'amour ne rend pas un homme innocent. Il t'aveugle. » J'ai croisé son regard. « Et la loyauté, papa? Ça ne t'aveugle pas aussi? » Il a détourné le regard le premier. Le vieux marine qui semblait autrefois incassable paraissait maintenant petit et fragile sous la lumière de l'hôpital. Avant que je ne puisse en dire plus, mon téléphone a vibré. Un message texte d'un numéro inconnu. Si vous voulez la vérité, venez seul. Demain à 5 heures du matin, sous passerelle d'Arlington. Pas de nom, pas de signature. J'ai regardé papa. Tu connais quelqu'un qui enverrait ça? Il a secoué lentement la tête. N'y va pas, Émilie. Qui que ce soit, il te manipule. Comme Marc m'a manipulé, ai-je demandé, l'amertume s'échappant avant que je ne puisse l'arrêter. Son visage s'est adouci. Tu es ma fille. Tu penses que je te mentirais un jour? Mais il l'avait déjà fait, j'ai réalisé. Peut-être pas directement, mais par omission, par le silence qui avait défini notre famille pendant des décennies. Les choses dont personne ne parlait après le dîner. Les histoires qui se terminaient par « Tu es trop jeune pour comprendre ». Je veux te croire, ai-je dit, la voix brisée. Mais plus rien ne concorde. Papa a soupiré. Promets-moi simplement que tu resteras avec ta famille. Ne poursuis pas cela seul. Laisse l'agence s'en occuper.
Je ne peux pas, ai-je dit en me levant. Je dois aller jusqu'au bout. Alors que je me tournais pour partir, sa voix m'a arrêté. Émilie, si tu t'engages sur cette voie, tu pourrais ne pas revenir la même. J'ai regardé par-dessus mon épaule. Toi non plus, papa. Dehors, sur le parking, la pluie avait commencé à tomber, de légères gouttes régulières. Je suis resté un moment dans la voiture, les regardant brouiller le pare-brise. Mon cœur se serrait, non seulement de peur, mais du poids de savoir que les deux hommes que j'aimais pouvaient se trouver de côtés opposés d'une chose qui pouvait nous détruire tous. J'ai rejoué l'audio du disque de Marc, écoutant ces derniers mots. Quelqu'un de proche de vous sait déjà que vous êtes en mouvement. Peut-être que ce quelqu'un n'était pas mon père. Peut-être que c'était celui qui lui fournissait des informations. Le lendemain matin, j'irai seul à la passerelle souterraine. Si c'était un piège, je le saurais. Mais si ce n'était pas le cas, peut-être que je verrais enfin le visage de celui qui tirait les ficelles. Et peut-être, pour la première fois depuis des jours, cesserais-je de fuir et commencerais-je à me défendre. Je suis parti avant l'aube, l'autoroute était vide, à l'exception des camions de transport et du navetteur occasionnel cherchant sa première tasse de café. Mon fils dormait sous une couverture sur la banquette arrière, petit, chaud et inconscient, comme les enfants devraient l'être. Je m'étais promis de ne pas l'amener à portée de vue de la Réunion, alors je me suis garé à 2 pâtés de maison du passage souterrain d'Arlington, sur le parking d'une église que je connaissais de mes jours dans la marine, j'ai reculé les sièges et j'ai attendu que la cloche de 7 heures couvre ma sortie. L'air de décembre mordait mes poumons alors que je traversais la rue. La nuit se repliait sur elle-même, laissant une fine lumière grise sous le pont. Le genre de lumière où les visages étaient des formes et où les formes pouvaient être des mensonges. J'ai fait ce que Marc m'avait appris il y a des années, quand nous étions assez jeunes pour plaisanter sur le renseignement. Passer devant l'endroit. Continuer. Vérifier les reflets dans les vitres sombres, faites demi-tour. De l'autre côté, tester les poursuivants. Lors de mon deuxième passage, j'ai compté 2 voitures au ralenti sur le trottoir. L'une, je l'ai reconnue, c'était celle de devant l'hôpital hier. L'autre, une berline cabossée avec un enjoliveur manquant, semblait un peu trop essayer d'être un camouflage. Je me suis arrêté à mi-chemin sous le passage souterrain. Des pigeons s'agitaient dans les chevrons. L'air sentait le béton humide et la poussière de frein usé. Un homme est sorti de l'ombre d'une colonne. Il a gardé ses mains visibles, comme s'il savait comment je regardais les mains en premier. « Émilie, dit-il prudemment. C'est Ben, l'aide de ton père. » La voix correspondait à l'appel d'il y a 2 nuits, plus fine maintenant, rauque sur les bords. Il avait maigri depuis la dernière fois que je l'avais vu dans la cuisine de mes parents, où il avait coupé de la tarte et s'était vanté du jeu de golf du colonel. « Ne t'approche pas. » Ma propre voix semblait plus ferme que ce que je ressentais. « Montre-moi ton téléphone. » Il s'est exécuté, le levant avec 2 doigts. Aucun autre mouvement. Je n'aurais pas dû envoyer de message. C'était stupide. Ils lisent plus que nous ne pensons. Qui est-il? Des gens que tu ne veux pas nommer à voix haute. Il a jeté un coup d'œil à la rue où les voitures au ralenti attendaient comme des animaux patients. Tu as les fichiers Éphèse. Le nom a frappé l'air comme une allumette. J'ai gardé mes yeux sur les siens. Que sais-tu d'Éphèse? Il s'est léché les lèvres gercées, assez pour perdre mon emploi en te le disant. Les registres de Hansly Consulting ont commencé à montrer des honoraires de consultation acheminés par 3 sociétés écrans. Tidewater Trade, Everson Maritime et Laurel Group. Les montants en dollars ne correspondaient pas aux livrables. Puis des réunions après les heures de bureau dont je n'avais jamais été informé. Ton père pensait que c'était des donateurs pour le fonds des vétérans. Il n'a pas vu le reste. Quel reste? Les spécifications matérielles, les images d'essai, les prototypes navals. Il a dégluti. Émilie, ton père n'est pas l'homme qui vend quoi que ce soit. C'est l'homme qu'ils utilisent pour faire croire qu'il l'a approuvé. Le vent a sifflé à travers l'ouverture dans le mur et a poussé du sable sur nos chaussures. Les pigeons se sont de nouveau déplacés, agités. Pourquoi m'appeler, ai-je demandé. Parce que tu feras ce que l'agence ne fera pas. Tu choisiras la vérité plutôt que les territoires. Il a pris une lente inspiration. Et parce que Marc me l'a demandé. Mon cœur a trébuché. Tu l'as vu? Ben a secoué la tête. Il m'a glissé ceci avant de disparaître. De l'intérieur de sa veste, il a sorti un carnet vert abîmé, un journal de terrain standard,
le genre qu'ils vendent par carton aux enchères fédérales. L'élastique était effiloché, les bords gonflés par l'humidité. Il a dit, si je ne reviens pas, elle trouvera ce que je n'ai pas pu emporter. Il l'a tendu. Je n'ai pas bougé. Pose-le, ai-je dit. Il a obéi, s'agenouillant pour le placer près de la colonne. Quand il s'est levé, les pigeons ont claqué des ailes, et j'ai entendu une porte s'ouvrir sur la rue. Le conducteur de la berline cabossée est sorti, son téléphone à l'oreille, faisant semblant de se disputer avec personne. Les fenêtres de l'autre voiture sont restées sombres. Ils sont en avance, a soufflé Ben. Tu n'as pas été suivi. Pas par choix. J'ai glissé le carnet dans mon sac sans baisser les yeux. Qu'y a-t-il là-dedans? Des noms, des heures. Un rendez-vous à la marina de Trident System à Norfolk avec un acheteur étiqueté Whittaker. Le nom a fait résonner une longue et basse cloche dans ma mémoire. Cal Whittaker, le partenaire commercial de mon père pendant 6 ans. Le golf du dimanche, les paniers de Noël, l'homme qui a prononcé l'éloge funèbre de mon père lors d'une collecte de fonds et a pleuré au microphone lorsqu'un fils de voisin n'est pas revenu de Kandahar. C'est lui. Les mots sont sortis étranges, comme si je ne faisais plus confiance à l'anglais pour dire la vérité. C'est au moins le pont, a dit Ben. Peut-être l'architecte. Il masque ses transferts par le biais du programme de bourse pour vétérans. C'est élégant. Laid, mais élégant. Du coin de l'œil, le conducteur qui se battait avec son téléphone a terminé son appel et s'est touché l'oreille comme pour réajuster une oreillette. Une porte de l'autre côté a sifflé. Un troisième homme s'est glissé sous le passage souterrain, la veste trop légère pour le temps, les mains trop profondément dans les poches. Et l'explosion, ai-je demandé. Pas une fuite. La mâchoire de Ben s'est contractée. Il voulait que ton père soit ébranlé et isolé. Il voulait que tu sois blâmé pour avoir fui. Et il voulait que tu appelles Marc pour qu'il puisse le trianguler quand il rappellerait. Un train a cliqueté au-dessus de nous, transformant notre silence en éteint. Quand il est passé, le monde a semblé plus vide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse, ai-je demandé. Apporte le carnet aux affaires internes. Demande l'agent Lewis. Elle est intègre. Si elle ne veut pas te rencontrer, rends-le public, avec prudence. Mais si tu peux le supporter. Il a fait une pause, choisissant ses mots comme un homme choisissant un dernier souhait. Fais en part à ton père. Il ne se pardonnera jamais si tu mènes cette guerre sans lui. J'ai failli rire. Tu veux que je lui dise que son meilleur ami vend notre marine par la petite porte? Tu veux que je lui demande d'aider à arrêter l'homme qui est à sa table tous les dimanches depuis 6 ans? Les yeux de Ben étaient humides, soit à cause du vent, soit à cause d'une culpabilité que je ne pouvais pas situer. Je veux que tu lui donnes une dernière chance d'être l'homme qui t'a élevé. Un cri a traversé le passage souterrain, des mains, la veste légère a avancé. Un insigne clignotant, un pistolet bas. Arlington. Éloignez-vous du sac. Ben n'a pas bronché. Non, vous ne l'êtes pas, a-t-il dit doucement. L'insigne est faux. Le patch de ce district a des feuilles de chêne à gauche. Les vôtres sont inversées. Le sourire de l'homme a tressailli et s'est éteint. Il a bougé plus vite maintenant. Cours, a dit Ben. Je n'ai pas hésité. J'ai pivoté vers l'extrémité ouverte de la travée. Le carnet, un poids mort à ma hanche. Des pas martelaient derrière nous. Ben m'a poussé de côté vers l'escalier qui montait vers la ligne de tramway. J'ai agrippé la rampe et j'ai monté les escaliers 2 par 2, mes poumons brûlants, mon pouls compté par les pas de mes chaussures. En haut, j'ai tourné à gauche et j'ai disparu derrière un bus qui sortait de Savoie. Le chauffeur a froncé les sourcils, puis a vu mon visage et a détourné le regard, une certaine gentillesse que les Américains plus âgés conservent sans savoir qu'ils l'ont conservée. Je me suis glissé entre les voitures et j'ai traversé au feu rouge, vérifiant par-dessus mon épaule à travers un mur d'employés de bureau qui ont juré puis m'ont oublié. Au moment où j'ai atteint le parking de l'église, mes mains tremblaient si fort que j'ai manqué le trou de la serrure 2 fois. Mon fils s'est agité quand j'ai ouvert la porte. Maman, tout va bien, ai-je dit, voulant que ce soit vrai. La ceinture de sécurité bien serrée. Nous nous sommes engagés dans la rue. Dans le rétroviseur, j'ai vu Ben s'avancer, les mains levées, gagnant des secondes, comme les hommes bons le font toujours. La veste légère s'est avancée, mais un véhicule de patrouille du métro a tourné le coin à ce moment précis, et l'hésitation a coupé la scène en 2. Je les ai perdus derrière un camion-caisse et n'ai jamais su comment cela s'était terminé.
Sur la rampe de la route 50, j'ai de nouveau composé le numéro de la liaison Langlais. Agent Lewis, ai-je dit lorsque la même voix calme a répondu. J'ai le journal de terrain de Mark Ansley et une documentation indépendante sur un programme appelé Éphèse. Si vous le voulez, rencontrez-moi là où un colonel se sentirait en sécurité. Une pause. Où? Chapelle Saint-Luc, Fort Meyer, midi. Qui sera là? Mon père, ai-je dit, et j'ai senti le sol bouger sous ce mot. Et si vous êtes intègre, vous? Une autre pause, puis elle a compris. J'ai raccroché et j'ai expiré pour la première fois depuis les pigeons. Le plan s'est formé dans l'espace vide d'un déjeuner de famille qui n'en était pas un. Une chapelle qui n'était pas seulement pour la prière, et un partenaire nommé Whittaker qui aimait être exactement là où les caméras n'étaient pas. Si nous allions déraciner la pourriture, nous le ferions à la lumière, avec des témoins, là où les hommes se tenaient encore quand l'hymne retentissait. Mon père m'a dit un jour que le pire ennemi qu'il ait jamais affronté portait le visage de son ami. Peut-être était-il temps de le laisser voir cette vérité et de choisir le côté qu'il m'avait appris à aimer. Papy encore, a demandé mon fils, plein d'espoir et endormi. Bientôt, ai-je dit, serrant le volant jusqu'à ce que mes os répondent. Mais d'abord, nous dressons une table pour la vérité. Fort Meyer avait toujours été un lieu de cérémonie. Des murs blancs, des grilles de fer, et le genre de silence qui se souvient de chaque drapeau plié. Quand j'ai franchi les portes de la chapelle ce matin-là, mon cœur battait au même rythme que celui que j'avais entendu lors d'une centaine de funérailles, régulier, retenu, faisant semblant de ne pas avoir peur. Papa était déjà là, assis au premier banc, portant son vieux manteau d'uniforme de marine par-dessus son écharpe de bras d'hôpital. La douce lumière de la chapelle attrapait l'argent de ses cheveux, les lignes profondes autour de sa bouche. Un instant, il ressemblait exactement à ce dont je me souvenais, fort, inébranlable, intouchable. Puis il s'est tourné, m'a vu, et tout en lui s'est adouci. Dit-il, se levant lentement. Tu es venu. Je devais, ai-je répondu. J'ai installé mon fils sur le banc arrière avec son livre de coloriage, puis j'ai rencontré papa à mi-chemin de l'allée. Il avait l'air plus mince, plus fatigué que le colonel qui courait 5 miles avant le petit déjeuner. Avant que je ne puisse parler, une femme est entrée par la porte latérale, un tailleur gris ajusté, un signe gouvernemental accroché à son revers. Agent Lewis, s'est-elle présentée. Affaires internes. La mâchoire de papa s'est serrée. Vous avez amené la CIA ici. J'ai apporté la vérité ici, ai-je dit doucement. Lewis a hoché la tête poliment. Colonel Ansley, cela ne prendra pas longtemps. Nous avons juste besoin de quelques éclaircissements concernant votre entreprise de conseil, en particulier votre relation avec un certain monsieur Calvin Whittaker. La couleur a fui de son visage. Whittaker est un ami. Qu'est-ce que c'est? Elle a ouvert un dossier. Nous avons des raisons de croire que M. Whittaker est le principal intermédiaire dans un système de détournement d'armes lié au projet Éphèse. Nous pensons également que vous avez été utilisé, à votre insu, pour valider plusieurs contrats frauduleux. Papa a cligné des yeux, stupéfait. C'est insensé. Je me suis rapproché. Papa, Ben m'a tout raconté et j'ai les notes de terrain de Mark. Mark? Sa voix s'est brisée. Tu fais toujours confiance à cet homme. Il avait raison, papa. À propos de Whittaker, à propos des sociétés écrans, à propos de l'explosion, tout. Il a secoué la tête, refusant les mots. Tu ne comprends pas, Whittaker a sauvé mon commandement plus d'une fois. C'est. La colonelle Lewis a interrompu. Si vous croyez vraiment cela, je vous conseillerais de l'appeler. Invitez-le ici tout de suite. Il a regardé entre nous, sa main a tremblé légèrement en atteignant son téléphone. Bien, a-t-il marmonné. Mais quand cela vous retombera dessus, rappelez-vous qui vous avez douté, a-t-il composé. L'appel est tombé sur la messagerie vocale. Puis il a réessayé encore et encore, à chaque fois le même son creux. Lewis a parlé doucement. C'est étrange. Nous avons son téléphone sous surveillance depuis hier soir. Papa a tourné brusquement. Que voulez-vous dire par surveillance? La porte de la chapelle s'est ouverte. 2 hommes en costume sont entrés, posture du service secret, mais pas les bons insignes. Entre eux, Calvin Whittaker marchait avec la confiance calme d'un homme habitué aux salles de réunion et aux briefings. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Robert, a-t-il dit chaleureusement. Vous avez bonne mine, compte tenu des circonstances.
L'expression de papa s'est fracturée, soulagement, confusion, et quelque chose comme de la trahison a éclairé son visage tout à la fois. Cal, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi disent-ils? Le regard de Whittaker a furtivement croisé le mien, puis celui de Lewis. Vous n'auriez pas dû l'impliquer, Bob. Lewis a fait un pas en avant. Monsieur Whittaker, vous faites l'objet d'une enquête pour trahison et trafic illégal de données militaires restreintes. Veuillez retirer vos mains de vos poches. Il a ri doucement. Vous pensez pouvoir entrer ici? Mais avant qu'il ne puisse finir, Lewis a brandi son insigne plus haut, et la porte arrière de la chapelle s'est ouverte. 2 policiers militaires en uniforme sont entrés, suivis d'une grande silhouette en civil, la barbe bien taillée, un bras en écharpe. Mon souffle s'est coupé. Marc. Il a croisé mon regard et a esquissé un petit sourire fatigué. Salut, papa est resté sans voix. Marc a fait un pas en avant. Je vous avais dit que je trouverais des preuves, monsieur. Et je l'ai fait. Il a posé une clé USB sur le banc. Tout ce que vous avez signé, chaque dossier utilisé par Whittaker, recoupé avec les comptes de la Fondation des vétérans. Vous avez été piégé. L'aplomb de Whittaker a craqué. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ces dossiers sont classifiés. Plus maintenant, a dit Lewis, faisant signe aux policiers militaires. Emmenez-le. Les menottes ont cliqué autour de ses poignets. Il a marmonné quelque chose sur la politique, sur les boucs émissaires, mais personne n'a écouté. Le bruit des bottes sur le carrelage a résonné comme un jugement plus ancien que nous tous. Papa est resté figé pendant qu'ils emmenaient Whittaker. Pendant un instant, il a eu l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Toute sa posture s'affaissait sous le poids de la prise de conscience. Je ne savais pas, a-t-il murmuré. Dieu m'aide. Je ne savais pas. Marc s'est rapproché. Vous n'étiez pas censé le savoir. C'est comme ça qu'ils opèrent. Pendant longtemps, aucun de nous n'a parlé. La chapelle était silencieuse, à l'exception du doux froissement des pages de mon fils à l'arrière. Finalement, papa a redressé ses épaules. Vous avez sauvé ma fille, a-t-il dit à Marc. Et mon nom. Il a fait une pause, la voix nouée. Je me suis trompé à votre sujet. Les yeux de Marc se sont adoucis. Vous l'avez juste protégé de la seule façon que vous connaissiez, monsieur. Je respecte ça. Papa a tendu sa bonne main. Ils se sont serrés la main, 2 soldats de guerre différentes, liés par le même code. Lorsque les policiers militaires et l'agent Lewis sont partis, la chapelle est redevenue silencieuse. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, peignant les bancs en rouge et or. Papa s'est tourné vers moi. Émilie, je suis désolé de t'avoir douté, pour tout. J'ai senti des larmes que je n'avais pas réalisé que je retenais. Dis-moi juste que nous avons fini de nous cacher, papa. Il a hoché la tête lentement. Oui. Marc a tendu la main vers la mienne, sa prise chaude et ferme. C'est fini, je l'ai regardé, vraiment regardé, et pour la première fois depuis des jours, la tension dans ma poitrine s'est relâchée. Nous avions survécu au secret, au feu et à la peur. Venait maintenant la partie la plus difficile, guérir ce qui restait. Dehors, devant la chapelle, les cloches ont commencé à sonner midi. Le son était clair, lumineux, et pour la première fois depuis cet appel téléphonique, magnifique. Nous avons quitté la chapelle en silence, tous les 3 marchant côte à côte dans l'air de décembre. Mon fils a couru devant, poursuivant les pigeons qui s'éparpillaient dans la cour. Pour la première fois depuis des jours, je me suis permis de respirer. La tempête était passée. Marc bougeait encore avec raideur à cause de sa blessure qu'il avait tenue cachée. Son bras était fermement sanglé dans une écharpe, mais ses yeux étaient de nouveau vifs, vivants. Il a tendu la main vers la mienne, hésitant au début, comme s'il craignait que je ne me retire. Je ne l'ai pas fait. Je n'arrêtais pas de penser que tu me haïrais, a-t-il dit doucement. De t'avoir entraîné dans tout ça. Je l'ai regardé, l'homme qui m'avait appelé au milieu d'une fête d'anniversaire pour me sauver la vie. Tu ne m'as pas entraîné, Marc. Tu m'as tiré d'affaire. Il a souri, un sourire petit, mais réel. Nous avons conduit jusqu'au port de Norfolk cet après-midi-là. L'eau était calme, le soleil d'hiver scintillait sur les navires comme des éclats de verre. Cet endroit avait toujours été le nôtre. L'endroit où il m'avait demandé en mariage avant son déploiement. Le même quai où j'avais attendu le jour où il était rentré d'Afghanistan avec du sable encore dans ses bottes.
Papa était assis sur le siège passager, regardant les mâts, sa main posée sur l'ancienne bague de marine à son doigt. Tu sais, a-t-il dit après un moment, j'ai passé la moitié de ma vie à prêcher la vigilance. Je n'aurais jamais imaginé que ce serait mon propre ami que j'aurais dû surveiller. Marc a répondu doucement. Parfois, l'ennemi ne porte pas de drapeau, monsieur. Parfois, il porte votre confiance. Papa a hoché la tête. Les mots ont atterri plus lourdement que l'un d'eux ne voulait l'admettre. Nous nous sommes garés près du bout du quai. Le froid mordait à travers ma veste quand je suis sorti, mais ça faisait du bien, honnête, ancrant. Papa est resté dans la voiture avec mon fils pendant que Marc et moi marchions jusqu'à la balustrade surplombant l'eau gris vert. Que se passe-t-il maintenant, ai-je demandé. Les affaires internes vont boucler l'enquête, a dit Marc. Whittaker fait face à des accusations fédérales. Le nom de ton père sera officiellement blanchi. Et toi? Il a esquissé un demi-sourire. Je retrouverai mon accréditation après ça. Il a haussé les épaules. Peut-être que j'en aurai fini. Je suis fatigué de voir le pire chez les gens, j'ai compris cela mieux que je ne le voulais. As-tu déjà pensé à quoi ressemblerait le normal? Le normal est un mythe, a-t-il dit. Mais la paix, c'est quelque chose à laquelle je pourrais m'habituer. Pendant un instant, nous sommes restés là, la mer clapotant contre le quai, les mouettes criant au-dessus de nos têtes. Je me suis souvenu de la dernière fois que nous étions ici, avant que tout ne tourne mal. Il avait dit, si le monde devient un jour sombre, promets-moi de suivre la lumière, pas le bruit. Je n'avais pas compris alors. Maintenant, oui. Il s'est tourné vers moi, sérieux de nouveau. Tu as été courageuse. Je sais que tu ne l'as pas ressenti, mais tu l'as été. Le courage est facile quand on a trop peur pour réfléchir, ai-je dit avec un léger rire. D'ailleurs, tu m'as bien entraîné. Pas pour ça, a-t-il dit. Pas pour la famille. Nous sommes restés silencieux un long moment. Puis papa nous a rejoints, tenant la main de mon fils. Son visage était pâle, mais ses yeux étaient plus clairs que je ne les avais vus depuis des années. Je viens de parler à Lewis, a-t-il dit. Ils publieront la déclaration officielle demain matin. Il me traite de lanceur d'alerte maintenant. Il a laissé échapper un rire court et amer. Je suppose qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre l'humilité. Marc a tendu la main. C'est un honneur de servir aux côtés d'un homme qui tient toujours bon quand ça compte. Papa lui a serré la main fermement. Tu as ramené ma fille à la maison. C'est un honneur suffisant pour moi. Nous quatre nous tenions ensemble près de la balustrade. 3 générations meurtries, mais intactes. Mon fils s'est appuyé contre ma jambe, tirant ma manche. Maman, je peux nourrir les oiseaux. Je lui ai donné le reste de mes croûtes de sandwich. Vas-y, mon chéri. Il a éparpillé les morceaux dans le vent, riant alors que les mouettes planaient. Le son a résonné sur l'eau, pur et lumineux. Pour la première fois depuis ce qui me semblait des années, j'ai souri sans forcer. Plus tard ce soir-là, nous nous sommes arrêtés de nouveau à la chapelle de la base, non pas pour une enquête cette fois, mais pour un court service. L'aumônière, une femme douce aux yeux bienveillants, a allumé une bougie pour la vérité et la guérison. Quand elle a incliné la tête, nous l'avons fait aussi. Ensuite, alors que nous retournions à la voiture, papa a dit, tu sais, quand j'ai rejoint le corps, je pensais que le plus difficile était de survivre à la bataille. Il s'avère que le plus difficile est de se pardonner quand la bataille est finie. J'ai glissé mon bras sous le sien. Tu n'as pas à te pardonner seul, papa. Il m'a regardé, les yeux brillants. Toi non plus, Émilie. Le trajet du retour s'est déroulé dans le calme. Mon fils s'est endormi à l'arrière. Marc somnolait à côté de moi et papa fredonnait doucement une vieille chanson de Johnny Cash qu'il jouait quand j'étais enfant. Quelque part entre les couplets, j'ai réalisé à quel point j'étais reconnaissante pour tout cela. La douleur, la peur, la révélation. Parce que parfois, la vérité ne détruit pas une famille, elle la reconstruit. Alors que nous traversions le pont pour entrer en ville, les lumières du port scintillaient en contrebas, des reflets dansant sur l'eau. Marc s'est agité à côté de moi. Tu vas bien? Oui, ai-je dit, souriant à travers des larmes que je n'avais pas l'intention de verser. Je crois que oui, enfin. Un mois s'est écoulé avant que le monde ne recommence à se sentir stable. L'enquête s'est terminée discrètement, comme ces choses se passent toujours lorsque la sécurité nationale rencontre la faiblesse humaine. Whittaker a plaidé coupable à plusieurs chefs d'accusation,
concluant un accord qui lui a épargné la prison à vie. L'agence a blanchi papa de tout acte répréhensible, le qualifiant de participant involontaire à un programme de détournement classifié. Je savais que ces mots le hantraient plus longtemps que n'importe quel titre de journal. Il a cessé de porter ses médailles pendant un certain temps. Il disait qu'elles lui semblaient plus lourdes qu'avant. Mais chaque matin, il hissait toujours le drapeau dans sa cour, lentement, avec précision, la main sur le cœur, parce que l'honneur ne concernait pas des dossiers impeccables. Il s'agissait de se montrer, même après que le monde vous ait meurtri. Marc s'est rétabli plus vite que les médecins ne l'avaient prévu. L'agence lui a offert un poste de bureau à l'anglais pour sa propre sécurité. Il a refusé. J'en ai assez des murs et des pièces fermées, m'a-t-il dit. Au lieu de cela, il a commencé à consulter discrètement pour des programmes de santé mentale pour les vétérans. Si je dois me battre, a-t-il dit, je préfère que ce soit pour ceux qui l'ont déjà fait. Quant à moi, je suis retourné enseigner à temps partiel au collège communautaire, rédigeant des conférences sur l'éthique dans le travail de renseignement. Mes étudiants étaient jeunes, idéalistes et intrépides. J'y voyais un peu de mon mari et de mon père, les meilleures parties de chacun. La vie était encore fragile, mais elle était de nouveau réelle. Un samedi, papa a appelé, sa voix plus légère que je ne l'avais entendue depuis des mois. Viens déjeuner, monsieur, juste en famille cette fois. Pas d'explosion, pas d'agent, pas de fantôme. Quand nous sommes arrivés, l'odeur du poulet frit et du pain de maïs remplissait la cuisine. Mon fils a couru dans le jardin, poursuivant le chien autour du chêne. Papa a versé du thé sucré et a souri. On dirait le bon vieux temps, a-t-il dit. Mieux, ai-je répondu. Parce que maintenant nous savons à quel point nous avons failli le perdre. Il a hoché la tête, puis est devenu silencieux. Tu sais, quand Marc t'a appelé cette nuit-là, j'ai cru qu'il était en train de déchirer notre famille. Il s'avère qu'il était le seul à la maintenir unie. Je crois qu'il dirait la même chose de toi, ai-je dit doucement. Il a ri. J'en doute, mais je le prends. Plus tard, Marc nous a rejoints sur le porche. Le soleil plongeait bas derrière les collines, peignant tout en or. Mon père somnolait dans sa chaise, mon fils endormi sur ses genoux. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. L'air était immobile, à l'exception du son des grillons et du faible bourdonnement de la radio d'un voisin. Marc a pris ma main. Tu penses parfois à comment tout a commencé, juste un coup de téléphone? J'y pense tous les jours, ai-je dit. C'était le pire son que j'ai jamais entendu et la meilleure chose qui nous soit jamais arrivée. Il a souri. C'est drôle comme ces deux choses peuvent être les mêmes parfois. J'ai posé ma tête sur son épaule. Peut-être que c'est ça la vie, juste apprendre quels sons fuir et vers lesquels courir. Il m'a serré la main. Tu as toujours couru vers les bons, mais je n'étais pas sûr que ce soit vrai. J'avais fait des erreurs, douté des mauvaises personnes, fait confiance aux bonnes trop tard. Mais peut-être que c'est ça la rédemption, pas effacer le passé, juste apprendre à vivre avec son écho. La lumière du porche a clignoté. Le drapeau dans la cour de papa s'est agité dans la brise, attrapant la dernière lumière du jour. J'ai pensé à tout ce que nous avions traversé, les mensonges, le feu, la peur, et ce que cela nous avait donné, la clarté, le courage, le pardon. Et j'ai réalisé quelque chose que je n'avais pas compris auparavant. La vraie vengeance n'était pas contre un homme ou un système. C'était contre le silence qui avait failli nous briser. Nous l'avions affronté, nous avions parlé à travers lui, et nous en étions sortis plus forts. Quand les premières étoiles sont apparues, je me suis tourné vers Marc et j'ai murmuré, tu sais, quand tout cela a commencé, je pensais que nous courions pour nos vies. Il a souri. C'était le cas. Mais peut-être, ai-je dit, regardant mon père et mon fils respirer en rythme, nous courions vraiment vers eux. Il m'a embrassé le front doucement. C'est la seule mission qui vaille la peine d'être terminée. Nous sommes restés assis là jusqu'à ce que les grillons surpassent nos mots. Le lendemain matin, j'ai regardé papa depuis la fenêtre de la cuisine alors qu'il hissait de nouveau le drapeau. Ses mouvements étaient plus lents maintenant, mais délibérés. Quand il a salué, le geste était plus qu'une mémoire musculaire. C'était de la gratitude. J'ai ouvert la fenêtre et j'ai laissé entrer l'air du matin. Quelque part derrière moi, Marc versait du café et allumait la radio. La présentatrice des informations parlait de négociations de paix à l'étranger, mais pour une fois, les mots ne semblaient pas lointains. Ils semblaient possibles. J'ai emporté ma tasse sur le porche et j'ai levé les yeux vers le drapeau flottant au soleil. Cela ne me semblait plus une cérémonie.
Cela me semblait une guérison. Puis j'ai parlé doucement, mais avec certitude. La confiance se gagne non par des mots, mais par des actions. Le patriotisme signifie dire la vérité même quand ça fait mal. Et le pardon est le courage qui maintient les familles en vie. Si quelqu'un m'avait dit il y a un an que je trouverais la paix après la trahison, j'aurais ri. Mais maintenant, je savais que la paix ne vient pas après le feu. C'est ce que l'on construit à partir des cendres. Alors si vous m'écoutez en ce moment, où que vous soyez, appelez quelqu'un que vous aimez. Dites-lui ce que vous n'avez pas pu dire hier. Parce que parfois, un coup de téléphone peut vraiment tout sauver. Et si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Peut-être cela leur rappellera-t-il que même les nuits les plus sombres peuvent se terminer à l'aube.